Constant Moutamba rapporte l'avenir, ancien ministre de la Justice, condamné à 3 ans de travaux forcés aux peines complémentaires d'inéligibilité et de non-accès aux fonctions publiques après consommation de sa peine. En dehors de cette peine principale, ajoute Congo Nouveau, la Haute Cour a également prononcé à son encontre une interdiction pour 5 ans après l'exécution de sa peine du droit de vote et d'éligibilité, l'interdiction d'accès à toute fonction publique ainsi qu'à la privation du droit à la liberté conditionnelle et à la réhabilitation. Pour le pouvoir du peuple.com, cette décision rendue dans un contexte politique particulièrement tendu risque de raviver les débats autour de la lutte contre l'impunité et de la transparence dans la gestion des fonds publics. Le jugement rendu précise de son côté la percée est définitif. Constant Moutamba ne peut pas faire appel après sa condamnation devant la Cour de cassation. Au chapitre des réactions, les avocats de Constant Moutamba relayés par les quotidiens ont estimé que la Cour n'a pas dit les bons droits et surtout n'a pas aussi pris en compte d'autres éléments soulevés dans ces dossiers qui étaient liés aux petites erreurs administratives en matière de passation de marchés publics qui ne pouvaient pas jouer sensiblement en défaveur de Moutamba. De son côté, la nouvelle société civile congolaise citée par Forum des As estime que cette décision judiciaire envoie un signal fort dans la lutte contre la corruption et l'impunité en République démocratique du Congo. Après les verdicts, aucune source n'a pu dire avec certitude où se trouverait Constant Moutamba, écrit pour sa part la référence plus. Mais au moins, ce qui est sûr, l'ex-ministre de la Justice s'en sort mieux dans cette affaire avec une peine moins lourde, alors que le ministère public avait requis jusqu'à 10 ans de travaux forcés assortis d'une interdiction d'exercer toute fonction publique pour pendant 10 ans, un avis partagé avec les potentiels qui estiment que cette décision reste bien en deçà du réquisitoire du ministère public qui avait requis 10 ans de travaux forcés. L'ancien président congolais et sénateur à vie, Joseph Kabila, a pris la parole dans une tribune publiée par Jeune Afrique. Dans ce texte écrit les potentiels, il rejette catégoriquement les poursuites judiciaires engagées contre lui par la haute cour militaire qu'il qualifie au faux procès visant à l'écarter durablement de la scène politique. Pour terminer, Joseph Kabila ajoute Congo Nouveau exploite aussi les sujets des arrestations massives au sein de forces armées au cours des 4 dernières années, près de 60 hauts gradés de l'armée et de la police nationale ont été arrêtés et détenus sans jugement, a-t-il dénoncé, évoquant des cas de torture et de décès en prison dus au refus des soins médicaux. Mesdames et messieurs, grande tribune, nouveau numéro, nous avons l'honneur sur ces plateaux de recevoir des éminents avocats de mon pays qui sont ici pour un débat juridique. Je cite Maître Eric Bamanaï qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Maître, bienvenue. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Merci pour l'invitation. J'ai saisi l'occasion, si vous voulez bien l'opportunité, moi offerte par vous, pour saluer tous mes co-débatteurs, mon aîné Maître Kiumba et mon confrère Maître Godefroy. Et je salue la population congolaise de tous bords. Je salue mon épouse et ma fille, sans oublier le premier d'entre nous, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je souhaite toutes les meilleures choses dans sa gestion et au cours de son deuxième quinquennat. Vous l'avez dit, Maître Eric, à vos côtés, Maître Godefroy Ilunga, il nous fait également l'honneur de participer à ce débat. Maître, bienvenue également. Merci bien, cher Dan, que j'appellerai Dan numéro 2. Merci. Et vraiment, c'était un honneur que vous m'avez fait en m'invitant à cette invitation, plutôt à cette émission. Je vous en exprime donc toute ma reconnaissance et j'en profite pour également saluer mes co-débatteurs qui sont avec moi, qui partagent le plateau, ainsi que vous-même, ainsi que nos nombreux téléspectateurs. J'espère que ce sera un très très bon débat et ce sera constructif
pourvu qu'on respecte les règles. Maître Silver Kyuga nous fait l'honneur d'être avec nous, vous l'avez compris, Maître, bienvenue également. Oui, merci beaucoup, merci de l'invitation. Je vous salue et je salue mes co-débatteurs. Je sais qu'on va avoir un débat de droit. Merci. Parce que je vois la détermination de Maître Godefroy. Donc il est venu vraiment pour en découdre. Oh, comme nous sommes des professionnels, on va faire un bon débat. Et tout sera autour de la loi. C'est ça le bon côté de débat avec les professionnels. Parce que nous n'allons nous baser que sur la loi pour éclairer la lanterne de nos compatriotes qui ne peuvent pas être tous des juristes. Sûrement. Voilà. Maître Samuel Konko était également convié à ces débats. Nous l'attendons, il va peut-être nous rejoindre dans un tout petit moment. Alors, c'est la suite d'un débat déjà tenu. Je voudrais ici rappeler que les dossiers, c'est sur les procès Joseph Kabila, Kabange. Je voudrais d'abord donner 5 bonnes minutes à chacun de nous dire de manière ramassée son point de vue sur le procès, et puis on va entrer sur ce qu'a été, nous rappeler ce qu'a été sa position de l'autre fois avant de continuer avec la suite de ces débats. Je voudrais bien commencer avec Maître Eric. Maître Eric, votre analyse, qu'est-ce qu'on retient d'abord de ces procès par rapport à notre premier numéro de la Grande Tribune passée? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il faut seulement retenir qu'en ce qui concerne le déroulement de ce procès, le procès s'est bien déroulé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu condamnation par contumace, si vous voulez bien par défaut. C'est qu'il y a eu un débat contradictoire. L'organe poursuivant qui est le ministère, qui est le ministère public, a chargé notre, disons, l'ancien ministre de la Justice, l'ancien président de la République, l'ancien candidat président de la République. Vous parlez La question porte sur le dossier Joseph Kabila. Joseph Kabila. Ah, la question sur le Joseph Kabila. Ouais. Pardon, est-ce que vous pouvez reprendre un peu la question? Donc, les débats, c'est la suite Oui. du débat déjà. Tout à fait, tout à Je fait. voudrais avoir d'abord votre avis de manière ramassée sur le procès Joseph Kabila avant d'entrer en détail. Merci beaucoup. Le procès s'est bien déroulé. Bien que Kabila soit condamné par défaut, nous sommes en matière pénale. Très bien. Et l'organe poursuivant qui est le ministère public était là. Et il a donné son réquisitoire. Il a fait son réquisitoire, si vous voulez bien. Et les avocats de la République qui s'était fait constituer partie civile, ont présenté les faits, ont présenté leurs moyens de défense et Kabila a été condamné. Et nous devons rappeler ici que les décisions qui sont rendues par cette haute cour ne sont susceptibles d'aucun recours. Donc ça veut dire que Kabila est condamné, donc le vin est tiré, il faut le boire. Ici, nous voulons aller sur ce qu'on appelle le taux de la peine. Le taux de la peine qui a été prononcé contre la personne de l'ancien président Joseph Kabila est celui beaucoup plus de la peine de mort et de la confiscation de tous ses biens. Pourquoi cette condamnation ou bien cette peine ou bien cette décision-là? Parce que l'ancien président de la République, qui lui était censé observer à la lettre ce qu'on appelle la loi portant statut des anciens présidents et les anciens chefs de corps, qui lui interdit dans son article 4 et 5 de divulguer les secrets de l'État ou bien de parler en mal de la République. Aujourd'hui, malheureusement, Joseph Kabila s'est retrouvé en train de violer, avec beaucoup de flagrance, voulais-je dire, ces deux dispositions, et tant d'autres, même l'article 9 de cette loi. C'est comme ça que, comme il est fait en dehors du pays, et notamment dans des zones occupées par des mouvements rebelles où il y a l'agression, donc on pouvait les juger comme à son absence, comme en sa présence. Puisqu'il s'agit ici d'une matière pénale.
et il a été condamné, il n'y a plus de voie de recours pour Kabila. Viendra-t-il, à travers ses avocats qu'on n'a jamais vus, parler de ce qu'on appelle l'erreur matérielle? Non. Que Kabila se permette aujourd'hui, de là où il est, considérer que cette décision était quoi? Il dit que cette décision était de quoi? Des faux procès. Des faux procès. Non, c'est un vrai procès. Un vrai procès parce que le moyen ou les griefs, les infractions dont on lui reproche ont été présentés à la place publique, ont été présentés devant le juge naturel, les juges qui avaient compétence de juger ou de connaître des infractions commises par ces derniers. Donc, je ne vois pas Kabila, disons, par quel mécanisme va-t-il s'en tirer et par quel mécanisme ou par quelle doctrine ou bien par quel enseignement ou connaissance traite-t-il ce procès de ce que vous venez de dire. Des faux procès à l'écarter durablement de la scène politique. Mais oui, lorsqu'il entre déjà dans des mouvements subversifs, il agit, il prend des armes contre la République. Je l'ai dit bien, il prend les armes contre la République. Kabila, c'est un rebelle. Au moment où nous le trouvons, au moment où il se retrouve dans le coin occupé par ce qu'on appelle les rebelles, notamment l'armée rwandaise et les Congolais qui les ont suivis, en arborant la casquette du M23 et AFC. Mais Kabila, c'est un rebelle. Mais moi, c'est quelque chose qui ne m'étonne pas, puisque Kabila vient de là. Kabila était venu chez nous ici en bottes en caoutchouc, avec des bottes en caoutchouc. Et Kabila a fait ce qu'on appelle les trajectoires qui s'engagent au Kakobola. Là où il a tué, il a fait un carnage. On l'a même surnommé là-bas commandant Hippo. Et c'est le même commandant Hippo qui a chassé les naturels hier, qui revient au galop. Vous comprenez? Merci. Donc, aujourd'hui, si Kabila ne pouvait pas revenir, à ces mouvements subversifs, ça allait être une exception. Mais revenir au mouvement, à la rébellion, c'est une sorte de règle pour Kabila. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Le monsieur a arboré, il a préféré remettre sa tenue de l'époque où on le connaissait. Merci. Merci. Alors, son camp qualifie également ce procès d'un procès politique. Alors, ici, on parle droit. Maître, votre position avant de voir si la procédure a été réellement respectée dans ce dossier. Quelle est d'abord votre position sur concernant ces procès? Bon, je crois que tous ceux qui me suivent, ils connaissent ma position. Je ne changerai pas d'un iota. Okay. J'ai toujours affirmé haut et fort qu'il y a eu vice de procédure dans la poursuite. Okay. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Sûrement. On va mettre Godefroy qui consulte son ordinateur. On va parler de ça. Il y a eu vice de procédure. J'ai toujours dit que poursuivre l'ancien président Joseph Kabila, bon, ça peut se faire. Oui. Parce que c'est un Congolais, c'est injusticiable. Mais je vais relever une chose, et un grand principe que m'a enseigné mon professeur Bayona Bameya Monakimvimba, d'heureuse mémoire. Le professeur Bayona nous a appris ceci. Ça reste constant, ça reste vrai, mais toujours ignoré par la majorité d'entre nous juristes. La sécurité l'emporte sur la justice. Okay. La sécurité l'emporte sur la justice. Je voudrais que tous les juristes qui me suivent qu'ils prennent cette assertion comme une récitation. La sécurité l'emporte sur la justice. Deuxièmement, ce même professeur Bayona Bameya que je viens de citer m'a encore appris, dans son cours de procédure pénale, l'opportunité de poursuite. Avant que le ministère public ne puisse ordonner de poursuite, il doit se poser une question. L'opportunité de poursuite. Maintenant, la question que tout juriste constant et libre d'esprit peut se poser.
est-ce que les procès contre Kabila, encore que je viens d'entendre quelque chose qui vient de m'effrayer ici, j'apprends de maître Eric Banaï que Kabila a été condamné. Je ne sais pas si c'était à 1h du matin, parce que là on dormait, mais en tout cas jusqu'à hier, je suis allé au lit à minuit 30, je n'avais pas suivi la condamnation de Kabila. Et depuis ce matin, je n'ai pas encore suivi cette condamnation. Bon, maintenant, maître Eric m'apprend qu'il a été condamné et tout ça. Vous voyez que nous devons faire très attention. Nous sommes des experts, nous sommes des hommes de droit. Les gens comptent sur nous. Nous devons dire des choses vraies. L'affaire contre Joseph Kabila Kabange a été prise en délibéré. Il n'y a pas encore de décision là-dessus. Donc, affirmer qu'il a été condamné, ce n'est pas juste. Il sera condamné. Bon, je sais qu'il y a des gens qui sont tentés de ronger leurs freins pour voir la condamnation de M. Joseph Kabila. Mais je reviens sur ce que je viens de dire. Est-ce que la condamnation de Joseph Kabila Kabange va apporter plus de paix ou plus d'insécurité? C'est pour ça qu'on nous a appris en droit de procédure pénale que la sécurité l'emporte sur la justice. C'est pour ça qu'on nous a aussi appris que pour poursuivre, on doit se poser une question. L'opportunité. Est-ce que c'est opportun de poursuivre Joseph Kabila Kabange aujourd'hui? Nous sommes dans un processus de réconciliation. Nous sommes dans un processus de dialogue. Est-ce que les gens avec lesquels nous devons dialoguer, devons-nous les poursuivre? En les poursuivant, ces gens-là viendront-ils au dialogue? Bon, s'ils ne viennent pas au dialogue et que nous faisons notre dialogue ici en interne, sans toute la frange là qui est à l'étranger, aurons-nous résolu le problème de cohésion nationale? Aurons-nous résolu le problème de paix? Donc, vous voyez, c'est ce que j'ai toujours dit, ne faisons pas une chose et son contraire. Donc, c'est comme quelqu'un qui est en conflit avec son épouse, qui veut qu'il puisse se réconcilier avec madame, mais qui continue à dire des mauvaises choses sur cette femme-là. Je ne sais pas si la femme viendra à la réunion de réconciliation familiale. Donc, si vraiment nous pensons que nous devons, nous devons amplifier la cohésion nationale, aller vers le dialogue, pour moi, ce procès-là est inopportun. Très bien. La sécurité l'emporte sur les principes, c'est quoi comment? Sur la justice. Sur la justice. Maître Godefroy, votre analyse, lecture d'abord sur les procès et la réaction par rapport à l'opportunité et aux principes évoqués par Maître Sylvain. Mon cher ami Dan, je dois dire d'abord que, s'agissant de la question que vous posez, c'est de savoir quels sont mes avis. Votre position d'abord sur le procès. Mes impressions sur le procès. Je dois dire tout simplement que il y avait dans une salle d'audience une inscription. Nous jugeons nos semblables. Okay. Les juges qui jugent, ils jugent ses semblables. En tant que citoyen de la République démocratique du Congo, la constitution que j'ai entre mes mains ici, que je vois sur la table devant mon estimé confrère Maître Kyunga, parle d'un principe qui est très 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 important. C'est le principe de l'égalité de tous devant la loi, avec comme corollaire l'égalité de tous devant la justice. Mais j'ai failli un peu sursauter lorsque je l'entends parler de l'opportunité. Oui, l'opportunité. Parler également de la sécurité. Mais avançant, il dit, est-ce qu'on peut aujourd'hui initier des procès contre des personnes qui sont en dehors? Ça vient d'être dit. Et se contenter seulement du dialogue avec ceux qui sont internes. Je me suis posé alors la question de savoir, mais où est-ce qu'il place
alors Joseph Kabila, parce que nous sommes en train de parler de lui. Donc, Joseph Kabila se trouve être du camp de ceux qui sont en dehors, c'est-à-dire le camp des AFC M23. En d'autres termes, ou bien à moins qu'il précise peut-être lui-même, peut-être qu'il précise, parce qu'il a dit lui-même, est-ce que nous allons refuser, n'est-ce pas, poursuivre ceux-là, alors que et nous contenter seulement de notre dialogue interne. Je crois qu'à moins que le langage ait un autre sens, mais au moins c'est ce que moi j'ai compris. Alors je me suis posé la question de savoir comment alors peut-il parler de ça? Déjà vous comprenez que c'est une façon un peu de réagir. Lorsque on vous dit que pour raison de sécurité, on ne doit pas organiser des poursuites pour des faits aussi graves. Parce que quels sont les faits qui sont mis en charge de Joseph Kabila? Ce sont des crimes, des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Déjà, vous comprenez qu'il y a dedans le terme sécurité de l'humanité. Alors maintenant, quels sont ces impératifs de la sécurité qu'on voudrait mettre en avant pour couvrir une personne qui est reprochée d'avoir, n'est-ce pas, porté atteinte, mis la sécurité de la communauté? Et parce que, s'agissant de ces infractions, ce sont des infractions qui protègent les intérêts de toute l'humanité. C'est pour cela que vous trouvez que l'humanité consciente de cela a érigé, plutôt a créé toute une juridiction sur le plan international. De telle sorte que si vous, à l'interne, vous ne poursuivez pas la personne sera poursuivie sur le plan international par la Cour, n'est-ce pas, pénale internationale. Donc, voyez-vous, et si nous devons maintenant réfléchir en ces termes-là, mais si on n'organise pas un procès, si les faits sont avérés, je ne dis pas qu'ils sont avérés parce que je souscris entièrement à ce qu'a dit mon estimé confrère Maître Kyunga, qu'il n'y a pas encore à ma connaissance une décision prononcée. Il est jusqu'ici présumé innocent, Joseph Kabila, mais quand même, les faits sont graves. Les faits, n'est-ce pas, portent atteinte à la sécurité de toute l'humanité. Je ne vois pas quel est le critère d'appréciation de la sécurité qui nous est vanté et l'opportunité. Mais l'opportunité, c'est un terme politique. N'est-ce pas? Lorsque... On le poursuit pour résoudre quel problème alors qu'il y a l'insécurité? Je ne sais pas. Quel problème? C'est-à-dire que quand on poursuit, on veut l'arrêter. Est-ce que vous savez, pour résoudre quel problème? Je vais vous dire quelque chose. Je vais citer ça de mémoire pour ne pas prendre trop de temps. Vous savez que notre constitution ici dit que le peuple congolais, dans le préambule, conscient, je préfère lire ça, le préambule, considérant que l'injustice, avec ses corollaires, l'impunité, c'est un corollaire de l'injustice, n'est-ce pas? Et on dit toujours la justice élève une nation. L'injustice, avec ses corollaires, l'impunité, le népotisme, et ainsi de suite, sont à l'origine de l'inversion générale des valeurs et de la ruine du pays. Si notre pays est ruiné, le peuple congolais a été conscient de ce que, à la base, se trouve l'impunité. Alors, me poser la question de savoir, qu'est-ce que ça nous apporterait d'organiser un procès? C'est autant dire, est-ce que la justice elle-même est importante dans un pays? Je crois que la justice est importante parce que c'est la justice qui élève la nation. Nous ne pouvons pas laisser des actes aussi graves, et ça sont des actes qui choquent, n'est-ce pas, la conscience de toute l'humanité, de telle sorte que, comme je l'ai dit, non, l'humanité, ça n'est ému. Combien de morts? Donc tous ces actes, est-ce qu'on doit laisser ça? Et demain, les gens qui ont commis ces actes vont dire non, venons, négocions, et puis après, nous nous retrouvons encore dans les institutions et nous allons reprendre la même chose. Mais comment est-ce que ça va finir? À la question des vices des procédures, nous serons partis pour toujours. On en parle déjà maintenant. Maître Eric, votre lecture sur l'opportunité, la sécurité qui
il y a le tissu sur la justice. Vous savez, quand nous sommes du haut de ces plateaux, tout ce que nous pouvons balancer comme argument ou le moyen pour expliquer aux téléspectateurs qui nous suivent doit avoir un fondement. J'ai aimé tout à l'heure la démarche de mon co-débatteur qui m'a corrigé et humblement j'accepte. C'est par erreur que je parlais de la condamnation, mais plutôt je devrais parler du réquisitoire du ministère public. Dans son réquisitoire, il a fait mention de tout ce que je viens de parler ici. Et la haute cour, qui à son tour a pris l'affaire en délibéré, va se prononcer dans les délais légaux ou les délais lui impartis. Maintenant, en ce qui concerne l'opportunité, quant à la poursuite de Joseph Kabila, oui, l'opportunité est là. On ne sait pas... Dans un contexte d'insécurité. Oui, cette insécurité a ses parrains, a ses responsables, et parmi lesquels on dénombre, parmi lesquels on trouve la personne de Joseph Kabila. Donc l'opportunité est là. Et cette opportunité de le poursuivre qui a créé l'insécurité, c'est ce qui fait aujourd'hui qu'au niveau de la justice, qu'on puisse le poursuivre. On le poursuit pourquoi? On le poursuit parce que cet ancien président de la République qui a fait 18 ans, cet ancien président de la République qui a fait 18 ans, qui a fait ce qu'on appelle passation de pouvoir civilisé, et qui est astreint ou soumis à une certaine discipline ou à l'observance de certains textes de la République, entre autres la Constitution de la République et la loi portant statut des anciens présidents de la République, a été violée par lui. Et la violation dont on parle ici n'est pas une violation en l'air. Cette violation a amené même la destruction d'une partie de la République démocratique du Congo et de la population congolaise que lui a eu à diriger au cours de ses 18 ans de triste mémoire. S'il faut seulement prendre la période du la période de janvier 2025 à nos jours, le sang congolais est versé dans cette partie par un mouvement que lui soutient, notamment l'AFC M23, dont il est lui-même le vrai parrain et même le vrai géniteur. La sécurité est menacée. Et la menace de cette sécurité-là, c'est ce qui a donné l'opportunité à la justice de pouvoir poursuivre Kabila. En temps réel, comme ça, en temps normal, on n'allait même pas poursuivre Kabila. Puisque Kabila était là, il était en train de faire tout ce qu'il était en train de faire, malgré sa gestion passée, qui était celle que vous connaissez, telle que vous la connaissez, on ne l'avait pas poursuivi. Si on a poursuivi Kabila aujourd'hui, puisque Kabila lui-même a donné la possibilité, il a donné l'opportunité à la justice du pays pour pouvoir l'attaquer. Pourquoi la poursuite du pays, la justice du pays le poursuit? Parce qu'il est l'auteur de l'insécurité qui s'est vue aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo, laquelle d'insécurité est en train d'abord, de mener vers une sorte d'empiètement du territoire de la République démocratique du Congo, parce que je voulais parler de l'occupation, parce que cette partie-là, aujourd'hui, les autorités légalement établies de la République ne peuvent pas aller dans ce point de la République. Je vais poser la question à tout le monde. Oui. La procédure. Oui. Est-ce que la procédure a été respectée? Maître l'a dit, vous l'avez suivi avec preuve à l'appui. Est-ce que la démarche, parce que jusqu'aux preuves du contraire, Joseph Kabila n'est pas encore condamné, est encore innocent. Est-ce que le droit a été respecté lié aux procédures? L'organe poursuivant ici, il s'appelle le ministère public. Comme s'il s'agit de l'armée, nous l'appelons auditeur général. L'auditeur général est en train de poursuivre l'ancien président de la République, 2 sénateurs à vie.
Les deux à la fin. Qui on poursuit? On poursuit Joseph Kabila. Ok. Joseph Kabila a des qualités. L'autre qui lui est reconnu comme ça. Ok. Mais la seconde, aujourd'hui, c'est le sénateur à vie qu'on est en train de poursuivre. Très bien. Pour les actes qu'il a commis, pas pendant qu'il était président de la République, mais pendant qu'il est sénateur à vie. Et pour le poursuivre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut voir la chambre dont il fait partie, dont il est membre. C'est le Sénat. Il va dans une réunion de famille avec ses frères et sœurs. Une petite sœur l'énerve. Il donne des coups à sa petite sœur. Il vient de commettre l'infraction de coups et blessures volontaires. Cette infraction-là n'est pas liée à sa fonction de président de la République. Donc, il l'a commis en dehors de ses fonctions. Qu'est-ce qu'on fait? On va les poursuivre. On va saisir la cour, le Congrès. Le Congrès va les mettre en accusation. La Cour constitutionnelle sera saisie. Mais la Cour constatera qu'il est en fonction, ayant commis une infraction qui est en dehors de ses fonctions. Les poursuites seront suspendues. La Cour déjà saisie. Les poursuites seront suspendues. Et, parce que c'est la thèse que soutient... Attendez, je termine. C'est la thèse que soutient beaucoup de personnes. Ici, il est poursuivi comme sénateur à vie, il n'est pas poursuivi comme ancien président. Moi, j'ai difficile à faire cette démarcation-là. Parce que si vous devez définir qui est sénateur à vie, la définition en français facile, le sénateur à vie, c'est l'ancien président. C'est ça la définition du sénateur à vie, ancien président. Alors maintenant, je ne comprends pas quelle gymnastique les juristes font pour scinder, pour faire une démarcation entre l'ancien président et le sénateur à vie. Ne peut porter ce titre de sénateur à vie que l'ancien président. Mais ici, on trouve une astuce. On dit non, là, il a agi comme sénateur à vie. Et le statut d'ancien président est allé où? Donc, quand il va à Goma, il s'en va seulement avec son statut de sénateur à vie. Il a laissé le statut d'ancien président en Afrique du Sud. 101. S'il estime devoir poursuivre, il adresse tout ça une requête aux fins d'autorisation au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, ainsi de suite. C'est ça la procédure. C'est l'article 166. Ce n'est pas la procédure pour les infractions commises en dehors des fonctions. Qu'on s'entende bien. Parce que la loi vient préciser les choses. Lorsque vous allez ici au paragraphe 2, vous voyez procédure en cas d'infraction commise en dehors des fonctions. Là, on n'a pas repris l'histoire, et ça, c'est la loi organique, la fameuse loi, n'est-ce pas, à laquelle s'est référé mon estimé confrère, je vais y revenir. Elle est inférieure par rapport à celle-ci, parce que ça, c'est la loi organique. J'ai posé ici la question de savoir, il a dit que lorsque le président commet une infraction en dehors de ses fonctions, on saisit la Cour constitutionnelle, mais les poursuites sont suspendues et seront reprises devant la Cour constitutionnelle. Et je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux. Vous pouvez nous lire à nous tous l'article 108 de cette loi qui est là. Pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le président de la République et les premiers ministres sont suspendues jusqu'à l'expiration de leur mandat. La prescription de l'action publique est suspendue. La juridiction compétente est celle des droits communs. Oh, maître. La juridiction n'est pas la Cour constitutionnelle. Je savais pourquoi je lui avais posé cette question-là. Déjà, c'est lui qui est tombé dans le piège. Les patrimoines familiales incluent les biens du conjoint selon les régimes matrimoniaux, des enfants mineurs et des enfants, même majeurs, à charge du couple.
La Cour constitutionnelle communique cette déclaration à l'administration fiscale, faute de cette déclaration en ayant le 30 jours, la personne concernée est réputée démissionnaire. Dans les 30 jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d'enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon les cas. Je crois que c'est tout à fait simple. Lorsque vous entrez en fonction, comme président de la République, Premier ministre ou ministre, vous devez faire la déclaration de votre patrimoine. Président de la République. Vous allez continuer à mettre comme ça. Je voulais vous montrer que l'article 7 constituait la violation de l'article 99 de la Constitution. C'est une violation, n'est-ce pas? Et là, mon estimé confrère m'avait dit, lorsque nous en avions débattu, il a dit, la loi étant spéciale, elle déroge à la loi générale qui est la Constitution. Là, j'ai dit non. Vous n'avez pas le droit de déroger à la Constitution. C'est pour cela qu'il est organisé le contrôle de la constitutionnalité. Hans Kelsen a parlé, n'est-ce pas, de la théorie pure du droit. Merci. La théorie pure du droit voudrait que les lois inférieures puissent se conformer aux lois, n'est-ce pas, aux lois supérieures. Et la Constitution, c'est une norme des rangs supérieurs. Vous ne pouvez pas déroger à la Constitution. Déroger, ça signifie que vous violez. Merci, maître. Alors, maître Eric, vous aurez la parole. Merci beaucoup. Merci. Moi, je pense également les mêmes minutes souffrez. Alors, allez-y. Avant je sais qu'il y aura trop de réactions ici. Les stylos verts est très... Je suivis avec beaucoup d'attention mon aîné, maître Sylvain Kiuga. Maître Sylvain Kiuga. Mais c'est avec beaucoup de regrets lorsqu'il parle de la juridiction compétente pour connaître ou juger les actes commis par un ancien président en dehors de ses fonctions. Okay. Or, les confrères ou le co-débatteur à côté nous a fait une litanie de dispositions légales, que ce soit dans la Constitution comme aussi dans la loi organique. Okay. Mais lorsqu'il touche l'article 164, l'article 164 nous montre qui est le juge naturel de qui. Vous comprenez? Ici, l'article 164 nous dit la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques, de haute trahison, commis à l'exercice, politique, haute trahison, outrage, à l'honneur, probité, ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Et elle est également compétente pour juger leur cauteur. Je n'ai pas vu quelque part là où on me dit que l'ancien président, non, la Cour constitutionnelle est compétente pour juger l'ancien président pour les infractions qu'il aurait commis en dehors de ses fonctions. Ce n'est pas ce que dit ce texte-ci. Et lorsque le co-débatteur maître Kiuga dit, il prend la loi portant statut des anciens présidents de la République, il aime souvent s'appuyer sur l'article 8 de cette loi qui dit exactement ceci. Pour les actes, il commence bien par pour, donc il présente. Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, le poursuite contre, il précise bien, pas contre le président de la République, mais contre l'ancien président de la République, l'ancien président de la République élu, sont soumises au vote à la majorité de 2 tiers des membres de 2 chambres ou du Parlement réunis en congrès suivant la procédure prévue par son règlement intérieur. Aucun fait nouveau ne peut être retenu à charge de l'ancien président de la République élu. Mais j'en viens maintenant à l'article 9. L'article 9, comment
comment il est introduit? Il précise bien en matière. Là, il vous dit que tout ce qui est énoncé dans l'article 8, oui, ça reste là-bas. Mais maintenant, en matière des crimes contre la paix et la sécurité, en matière des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité commis par tout ancien président de la République élu, les juridictions nationales ont priorité sur toute juridiction internationale ou étrangère. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ancien président de la République, il peut avoir commis pas mal une série d'infractions, même pendant son exercice ou pendant qu'il est devenu ancien président de la République. Pour toutes ces infractions-là, il y a une sentence, il y a une procédure qui est suivie. Mais exceptionnellement, pour ces infractions, annoncées ou énoncées dans l'article 9 de la loi, on montre comment les choses doivent se passer. Vous comprenez? Pourquoi on n'a pas voulu associer ces deux infractions avec les autres infractions? Et ici, l'ancien président qu'on est en train de poursuivre, on poursuit, puisque à l'élection, quand le peuple va à l'élection, il ne lise jamais un ancien président de la République, il élise un président de la République. C'est le mécanisme de la Constitution qui prévoit que quand cette personne quitte l'exercice de son pouvoir, qu'on l'appelle ancien président. Mais il va occuper d'autres fonctions que la Constitution lui reconnaît, ça s'appelle sénateur à vie. Et ce sénateur à vie que nous avons depuis que le Congo est Congo, c'est l'ancien président de la République élu qui est la personne de Joseph Kabila, qui est devenu aujourd'hui sénateur à vie. Il faut les dissocier de cette appellation ancien président, puisqu'il faut pas, lui qui a parlé de l'amalgame, mais j'ai comme impression que lui-même est entré dans l'amalgame. Au Sénat, on n'a pas l'ancien président de la République, on a un sénateur à vie, barre. Puisque s'il fallait le poursuivre en sa qualité d'ancien président de la République, il fallait engager une autre forme de procédure. Mais ici, on a poursuivi une personne, effectivement, qui a été un ancien président de la République, qui est M. Joseph Kabila, actuellement président de la République. Puisque la question que nous devons nous poser, actuellement sénateur à vie, la question que nous devons nous poser, au cas où Kabila n'était pas sénateur à vie, quelle procédure devrons-nous engager pour le poursuivre? Ok. C'est ça la grande question. Donc ici, il faut savoir dissocier les infractions qui sont énumérées dans l'article 8 de la loi portant statut des anciens présidents de la République et les infractions qui sont énoncées dans l'article 9 de la même loi. Là, il y a une spécificité, on dit c'est comme si Dieu dit à Adam et Ève, vous devrez manger tous les fruits de tous les arbres qui se trouvent dans le jardin ici. Mais pour le fruit de cet arbre-là, l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance, du mal et du bien, vous n'en toucherez pas. Là, c'était une loi spéciale. Amen. Vous n'en mangerez plus. Vous comprenez? Et ici, la Constitution de la République suit presque la même... la loi portant statut. Bien que cette loi, c'est une loi taillée sur mesure. C'est une loi dont nous appelons ici nos députés nationaux à voter une autre loi ou carrément à la supprimer. C'est une loi lacunaire, une loi taillée sur mesure qui est là pour favoriser certaines infractions et certaines personnes. Puisque dans ce monde, comme venait de le dire le confrère tantôt, tout le monde chez nous a droit à un juge naturel. C'est dit dans la Constitution ici. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, lorsque nous suivons l'analyse des uns des autres, notamment des confrères ici, il va nous amener à comprendre que malgré les infractions commises par l'ancien président de la République devenu sénateur à vue, donc il faut opérer le même démarche. Puisque cette loi-là, je le dis bien, c'est une loi biaisée. Yes. C'est une sorte de paperasse qu'il faut juste jeter à la poubelle. Cette loi a été créée quand? Ou cette loi a été mise en place quand? Ce texte-là de la loi portant statut des anciens présidents de la République. C'est lorsque les autres sont vus dans l'obligation de quitter le pouvoir.
Alors, pour se protéger contre les éventuelles poursuites, ils se sont dit non, créons quelque chose taillé sur mesure. Et ils ont fait ça à la va-vite. Si vous voyez la majorité des dispositions de cette loi, c'est la répétition même des articles 164 et suivants, mais mal formulés. Donc, moi je n'ai pas besoin de me perdre ou de m'évader dans beaucoup de commentaires là-dessus, dans beaucoup d'arguments là-dessus, puisque mon confrère était déjà abondant à ce sujet-là. Et aujourd'hui, le président Kabila qui a été poursuivi, la procédure a été respectée, pardon, le sénateur a dit qu'il a été poursuivi, à la personne de Joseph Kabila, la procédure a été respectée. L'auditeur général, qui est l'organe poursuivant, a écrit au Sénat pour solliciter la levée de ses immunités au point d'engager des poursuites à son endroit. Ça a été fait. Il a fait l'instruction préjuridictionnelle, il a fixé l'affaire devant une cour spécialisée. Pourquoi cette cour spécialisée? Parce que les infractions qui sont retenues à charge de la personne de l'ancien président de la République, ce sont des infractions premièrement qu'il a commises après avoir quitté ses fonctions. Okay. Deuxièmement, ces infractions, ce sont des infractions qu'on appelle... dans ce qu'on appelle, il est associé à ce qu'on appelle le mouvement insurrectionnel. Merci. Donc c'est tout à fait normal qu'on puisse les poursuivre par la haute cour. Et en tant que tel, la procédure devant le Sénat a été respectée. Et aujourd'hui, bien que l'affaire ayant été prise en délibéré, nous attendons que la Cour puisse se prononcer. Tout ce que la haute cour puisse se prononcer, tout ce que Kabila est en train d'alléguer là-bas, c'est en quelque sorte une sorte de recours qu'il est en train de faire. Mais il n'y a plus de recours. Il n'y a plus une juridiction qui viendra pour statuer encore pour la seconde fois sur la décision qui sera rendue dans les jours à venir ou bien dans les délais légaux ou bien dans les délais impartis. Merci beaucoup, Maître Eric. Voilà tout ce que nous pouvons dire. Vous êtes à deux. On laisse maintenant le temps, Maître. Oui. Allez-y, Maître, vos réactions. Merci. Après avoir suivi mes distingués confrères, très bien. Je vais rappeler deux notions majeures. Principes généraux de droit. 1. Nul n'est censé ignorer la loi. Lorsqu'une loi est promulguée, nul n'est censé l'ignorer. Ça, tout juriste connaît. Deuxièmement, dura lex sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Troisièmement, lorsque une loi n'est pas encore abrogée ou n'est pas encore modifiée, on l'applique, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Parce que j'ai entendu tout à l'heure dire c'est une loi taillée sur mesure. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on l'applique. D'abord, on ajoute contraire à la Constitution. Non, je dis d'abord deux choses. Okay. Cette loi d'abord, son initiateur, ce monsieur Modeste Mutinga Mwitushayi, qui était député de l'opposition. C'est lui l'auteur de cette loi. Ça ne venait pas de la majorité d'alors. Présentement, oui, ce sont des informations que vous ne connaissez pas. L'initiateur de la loi, c'est Modeste Mutinga. Il est vivant. C'est lui l'initiateur de cette loi. Il était de l'opposition. Autre chose à savoir, l'actuel ministre délégué à la Défense, Eliezer Ntambwe, a introduit une demande de révision de cette loi, qui se trouve aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Avant que cette loi, bloquée comment? La loi, quand elle est soumise à l'examen, elle doit être analysée et puis si elle est adoptée, on envoie au chef de l'État. Donc, jusqu'ici, cette loi n'est pas encore envoyée au chef de l'État pour promulgation. Et ça n'a jamais été aligné. Donc, on l'applique. On l'applique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Voilà. Ça, c'est le droit pur. On n'est pas dans la politique ici. Très bien. Autre chose. Les arguments avancés par mes distingués confrères se sont effondrés d'eux-mêmes. Oui, je vais vous démontrer ça. Allez-y. Je vais vous démontrer. Leurs arguments et tous les articles qu'ils ont cités là s'effondrent avec le procès Matata Pogno. Le procès Matata Pogno.
Tous les Congolais connaissent que Matata Ponyo a été condamné par la Cour constitutionnelle. Alors, il m'a cité ici des articles... Des infractions commises pendant qu'il était Premier ministre. Calmez-vous. Voilà. Est-ce que... Il insiste. Non, 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 non. Commises pendant qu'il était J'apporte seulement de l'eau à votre moulin. Pas pour les infractions commises en tant qu'ancien Premier ministre, mais pour les infractions commises pendant qu'il était président. Oui. D'abord, il n'y a qu'une chose que je dois balayer ici. Lorsque mon distingué confrère Godefroy Lunga parle de problème de déclaration de biens, ça c'est une matière spécifique. La déclaration de biens se fait à la Cour constitutionnelle. C'est une matière spécifique. Donc on ne peut pas faire du mélange avec le droit pénal ou les affaires pénales. Maintenant, il a cité une disposition ici de la loi organique de la Cour, l'article 108, en disant la prescription de l'action est suspendue, la juridiction compétente est celle des droits communs. C'est là où il y a les débats. Voilà. Je le retourne dans cette même loi-là. Oui. Je sais qu'il va se fondre tout à l'heure. Je le retourne dans la même loi. Nous sommes à l'article 72 de cette loi-là. Oui. De la même loi organique. Oui. Que dit cet article? La Cour est la juridiction pénale du président de la République et du Premier ministre pour les infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur et à la probité, ainsi que pour les délits d'initié. Elle connaît aussi des infractions de droit commun commises par l'un ou l'autre dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Alors, prenez cet article 72, vous continuez, il dit, hein, elle connaît aussi des infractions de droit commun. La Cour constitutionnelle, elle connaît aussi les infractions de droit commun. Et quand vous allez au 108, on vous dit la juridiction, c'est la juridiction de droit commun. Il ne faut pas une lecture sélective, terminez. Non, mais vous comprenez. Non, vous avez fait une lecture sélective. Quelles infractions de droit commun qui sont commises? La loi dit ceci. Mais attendez. Lisez tout. Non, lisez tout. Vous êtes en train de faire une lecture sélective, même kangourou, vous voulez dire. Ne vous excitez pas. Ne vous excitez pas. Quand on lit l'article 108, cet article-là dit quoi? Ah, il a déjà compris. La juridiction compétente est celle de droit commun. Donc, la Cour constitutionnelle dit, ces histoires-là de droit commun, ça ne me concerne pas, il faut aller là-bas. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on dit ici? Les poursuites contre le président de la République et le Premier ministre sont suspendues jusqu'à l'expiration de leur mandat et les juridictions, ce sont celles de droit commun. Maintenant, quand vous remontez à l'article 60, c'est là où même il y a l'incohérence de cette loi-là. Vous allez maintenant à l'article 72. Cette même loi dit qu'elle connaît aussi des infractions de droit commun commises par l'un ou l'autre dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Maintenant, entre 72 et 108, on suit quel article? Vous voyez, à force d'aller chercher des articles, je vous révèle maintenant la contradiction de cette loi, n'est-ce pas? La loi organique de la Cour, sur la procédure sur la Cour constitutionnelle. Parce que toutes ces lois devraient se lier sur la Constitution. Or, la Constitution, Maître Eric vient de le dire, la Constitution dit la Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre. L'article 72 les confirme, que ce soit pour des infractions politiques ou des droits communs. Mais vous allez au 108, tu dis non, non, là il faut aller au droit commun. Voilà comment cette propre loi-là devant la Cour constitutionnelle, je ne sais pas si les magistrats de la Cour constitutionnelle ont constaté que leur propre loi s'est contredite. Alors, comme il a dit que les lois, souvent, ils ont les critiques de la Cour constitutionnelle pour voir si c'est constitutionnel ou pas. Je recommande à la Cour constitutionnelle de vérifier et de nous dire la quintessence de l'article 72 de la loi organique voilà, et l'article 108 de cette même loi. Vous verrez qu'on est tombé dans l'eau. Ils vont s'effondrer. Ils vont s'effondrer. Alors, maintenant, nous allons ici, l'affaire Matata Ponyo. L'infraction pour laquelle on l'a poursuivie à la Cour constitutionnelle,
C'était quel type d'infraction? Vous voyez ça? Alors, quand lui revient sur ça, pour dire non, c'est la Cour constitutionnelle qui devait poursuivre. Si nous suivons sa logique, Matata Ponyo devait aller devant une juridiction ordinaire. Mais oui, mais c'est la même logique quand vous parlez de sénateur à vie. C'est pour ça que moi, dans l'affaire Matata Ponyo, j'avais dit que la Cour constitutionnelle était incompétente, Matata devait être poursuivi à la Cour de cassation. Comme sénateur ou député. Les infractions qu'il avait commises au cours de ses fonctions. Mais ici, pour Joseph Kabila, il y a des infractions, il est poursuivi devant la Cour pour des infractions commises en dehors d'accord avec vous. Pour les infractions commises à l'occasion ou au cours de ses fonctions, la procédure dans la Constitution dit il faut un vote du Congrès. Quand est-ce que le Congrès s'était réuni pour l'affaire Matata Ponyo? Vous voyez qu'à force de chercher à faire des racolages, vous tombez dans les pièges. Moi, j'aurais compris que Matata ait été mise en accusation par le Congrès pour être poursuivi à la Cour constitutionnelle. Mais n'ayant pas fait cette procédure-là, il aurait fallu que Matata soit poursuivi par la Cour de cassation comme député national ou sénateur à l'époque. Mais ce n'est pas ce qui a été fait. Bon, maintenant, quand on fait du recoupement ou on rassemble des choses là pour donner, on donne un semblant de vérité au droit, on finit par se faire rattraper. Parce que si vous acceptez que Matata Ponyo, ancien Premier ministre, puisse être poursuivi par la Cour constitutionnelle, il faut que le Congrès se réunisse. Ce n'est pas ça qui a été fait. Il faut bien préciser, pour des actes qu'il aurait commis, qu'il aurait commis pendant qu'il était là. Oui, il fallait le Congrès. Le Congrès ne s'est jamais réuni. On est d'accord avec vous. C'est mon temps de parole. Il aurait fallu que le Congrès se réunisse. Laissez-moi parler maintenant. Non. Le Congrès ne pouvait pas se réunir. Pourquoi? Vous aurez la réponse d'ici là. Bon, on comprend. C'est sélectif, non? Pour certains, il faut ça. Pour d'autres, il faut ceci. Moi, je comprends bien la sélection qui est faite. C'est ce que je dénonce. Il ne faut pas que notre droit, que notre justice soit rendue à la tête du client. Nous venons de dire, dans une émission qui venait de précéder ici, que nous devons faire très attention. Lorsque vous voyez les gens réagir dans l'affaire Moutamba, ce n'est pas parce que les gens adorent Moutamba. Ce n'est pas parce que les gens disent que Moutamba n'a rien fait. Mais les gens se révoltent contre une justice à 2 poids, 2 mesures. Parce que, suivez dans les réseaux sociaux, qu'est-ce que les gens disent? Mais pourquoi un tel autre a commis les mêmes faits, il n'a jamais été poursuivi? Pourquoi on poursuit Moutamba? Donc, si nous restons vrais, comme Maître Godet l'avait dit, que nous sommes tous égaux devant la loi, il faut que ce principe soit appliqué à la lettre. Que tout le monde soit égal devant la loi. Et non faire une sélection des procédures ou une sélection des personnes. C'est ça qui frustre un peu la population. C'est pour ça que la population réagit. Merci. Mais si nous restons dans nos textes, les vaches seront bien gardées. Maître, votre réaction, il nous reste quelques minutes, on va conclure ensemble. Il ne faut pas faire la sélection de personnes, il faut appliquer la loi. Il ne faut pas non plus faire du chantage, n'est-ce pas? Et faire du pleurnichard pour dire, voir un acharnement là où il n'y en a pas. Mon estimé confrère trouve qu'il y a la confusion dans la loi. Non, la confusion ne vient que de la mauvaise lecture qu'il fait. Il a bien fait de dire que l'article 72 de la loi organique ici renvoie à l'article 164 de la Constitution. D'ailleurs, c'est toute la substance de l'article 164, n'est-ce pas? Les infractions politiques qui sont énumérées là, n'est-ce pas? Haute trahison, outrage au Parlement, atteinte à l'honneur ou à la probité. Mais l'article 164 dit également qu'elle connaît aussi des infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice. Donc, parmi les infractions de droit commun, il y en a qui sont commises dans les fonctions, mais il y en a aussi d'autres qui ne sont pas commises, qui sont commises en dehors des fonctions. Pour les infractions qui sont commises en dehors des fonctions, c'est l'article 167. Là, c'est tout à fait clair. Et c'est pour cela que, comme je vous ai dit ici, l'article 101 parle des infractions
c'est tout à fait clair et c'est simple. Vous voyez là le paragraphe 2, procédure en cas d'infraction commise en dehors des fonctions. Ça, c'est l'hypothèse de l'article 167, chers confrères. C'est l'article 167 de la Constitution. Pour des infractions qui sont commises en dehors des fonctions. Et lorsque vous voyez votre loi que vous êtes en train de, n'est-ce pas, sur laquelle vous vous appuyez ici, vous dites, il y a trois hypothèses également. Voyez l'article 7. L'article 7 parle des infractions qui sont commises dans les fonctions. Pour ces infractions, lorsqu'il s'agit de l'ancien président de la République, on dit non, il est immunisé, on ne peut pas le poursuivre. Donc quand il est en fonction, on le poursuit, mais dès qu'il sort des fonctions, les mêmes infractions qu'il avait commises là, s'il n'a pas été poursuivi, ou bien si les poursuites étaient en cours, là, l'immunité s'applique. Voyez un peu l'incohérence de cette loi, la fameuse loi. Donc, s'il y a incohérence, c'est cette loi. Et l'article 8, excusez-moi, je suis le dernier à prendre la parole. Non, il a pris beaucoup de temps. Allez-y. Il a pris beaucoup de temps. L'article 8 de cette même loi parle maintenant des infractions commises en dehors des fonctions. C'est le cas de l'article 167. L'article 167 a dit que les poursuites étaient suspendues. Alors, comme on a compris qu'il était en train de sortir des fonctions, parce que c'était une loi taillée effectivement sur mesure, que JKK était en train de sortir des fonctions, il fallait le protéger. Il a commis des infractions en dehors des fonctions. Donc, si les infractions sont commises dans les fonctions, on ne sait pas le poursuivre pendant qu'il est en fonction parce qu'il a l'appareil de l'État entre ses mains. Et dès qu'il sort, on dit non, il est immunisé, on ne peut pas le poursuivre pour des infractions qu'il avait commises. Et pour les infractions qui sont commises en dehors des fonctions, comme on sait que l'article 167 dit que les poursuites étaient suspendues et seront reprises, comme ils ne savent pas modifier la Constitution, ils vont tricher par la loi. Ils vont tricher et dire que pour ces infractions, il faut des règles de procédure spéciales. Le Congrès. Merci. Le Congrès. Mais nous sommes en train de parler de l'article 9. Les infractions pour lesquelles Joseph Kabila est poursuivi. Ce sont des crimes. N'est-ce pas? Excusez-moi, je termine, je suis en train de chuter. C'est tout à fait clair, important, parce que, vous savez, si nous ne parlons pas de ça, nous aurons échoué. Bon, ce sont des crimes, n'est-ce pas? Pour ces crimes-là, qu'est-ce que la loi dit? Parce que ça, si je ne le dis pas, on aura échoué dans cette émission. L'article 27, n'est-ce pas, du statut de Rome, dit ceci. Le présent statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. Président de la République, ancien président, Premier ministre, égalité. Merci, maître. Excusez-moi, je termine. En particulier, la qualité officielle du chef de l'État et tout ça ne peut pas empêcher la Cour d'examen. Et l'alinéa 2 est le plus important. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne en vertu du droit interne ou international n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence. Merci. Et si vous lisez notre article 20, alinéa quater du Code pénal, il reprend cette disposition de l'article 27. Merci, la loi, lorsqu'il s'agit des infractions, n'est-ce pas, en matière de crimes de guerre, et ainsi de suite, la loi s'applique à tous. Mais c'est moi qui étais le dernier. Lui était le premier à commencer. Vous êtes en train de... Bon, dans tous les cas. Dans une minute, je vais dire ceci, que tout ce que nous avons eu à étaler du haut de votre plateau ici, c'est une bonne chose. Mais en tant que scientifique aussi, praticien du droit, il est important que nous puissions nous remettre en question en analysant tout ce qu'on appelle notre arsenal juridique. Et moi, je vais conclure en disant que notre arsenal juridique
pose problème dans ce sens qu'il est lacunaire. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi, Eric Bamanaï, je soutiens carrément le changement de la Constitution et de la majorité des textes qui accompagnent les lois du pays, nous avons dit. J'ai dit bien les changements. Je ne parle pas de la révision. Je parle du changement, puisque la majorité des dispositions de cette Constitution font défaut. Il y en a qui sont déjà tombés en désuétude. Donc, d'où la Constitution. Il ne faut pas la réviser. Il faut carrément la changer. Merci. Merci beaucoup. Maître Silver, dans une minute, on retient quoi sur le dossier Kabila et vos recommandations, comme l'a fait Maître Eric? Bon, je constate que on ne m'a pas convaincu par les arguments avancés de l'autre côté. Ils ne m'ont pas contredit non plus. Oui, parce que ce qui reste constant... Ils vous ont rejoint. Oui, ce qui reste constant, l'article 164, 166, 167, ils vont dans le même sens que l'article 8 de la loi organique. Bon, maintenant le problème... Là, maintenant, ce sont les sentiments qui interviennent. On est maintenant dans les sentiments. Les sentiments disent non, nous n'aimons pas la loi sur les anciens chefs d'État. Bon, moi, en tant que scientifique, je suis comme ce qu'on appelle un monstre froid. Je n'ai pas de sentiments. Moi, je m'accroche au texte. Donc, on ne m'a pas démontré, président en fonction, ayant commis une infraction dans l'exercice ou en dehors de l'exercice, ou ancien président ayant commis des infractions en dehors de l'exercice, la procédure, c'est toujours le Congrès. Jusque-là, on ne m'a pas donné une procédure contraire. Oui, nous, on en a débattu ici, non? Vous avez dit que la réponse éloquente. Mon estimé confrère est allé même à la loi, au traité de Rome, tout ça. Il les recommande qu'on change carrément. Bon, c'est-à-dire quoi? Je vous ai montré, par exemple, les contradictions, par exemple, dans la loi organique de la Cour constitutionnelle, entre l'article 72 et 108. Bon, c'est vrai qu'on peut modifier certaines choses pour les ajuster parce que... Nous prenons beaucoup de temps. Hein? Nous, quand je prends... Vous êtes deux. Le problème que nous avons au pays, c'est quoi? On n'a pas vraiment un monitoring qui reprend toutes les lois du pays, à tel point que deux fois, certains députés proposent des lois qui existent, mais parce qu'ils ne les connaissent pas. Donc, on doit faire cet effort-là. Même des lois qui contredisent d'autres. Oui, qui contredisent d'autres parce qu'on ne les connaît pas. Alors, donc, il faut qu'on fasse cet effort-là, que toutes nos lois soient quelque part répertoriées, que ce soit accessible pour permettre même aux députés de ne pas réintroduire de nouvelles propositions de lois qui existent déjà. Bon, quant à la fin de ce que... Oui, je conclue, je le rencontre. Bon, Maître Eric a toujours été partisan du changement de la Constitution. Oui, moi, je ne suis pas de cet avis-là. C'est-à-dire quoi? La Constitution que nous avons ici, nous avons eu plusieurs débats là-dessus, elle prévoit les modalités de sa propre modification. Cette Constitution, elle n'est pas jetée à la poubelle, contrairement à ce qu'on voulait nous raconter. On peut modifier certains articles. Bon, en son temps, j'ai contredit tous les arguments qu'on a passés pour les changements, et ils sont tombés... Mais encore des fois... caduques, notamment les fameux articles 17. Et quand j'ai donné la réplique, on n'a même plus parlé de l'article 217, tout le monde s'est tu. Donc, j'ai dit qu'on peut modifier pour améliorer. Mais changement, non. Merci. Maître Godefroy, moi, je vais dire que je crois que les textes que nous sommes, sur lesquels nous sommes en train de débattre ici sont écrits en français. En français, et n'importe qui n'a pas besoin d'une formation toute spéciale pour pouvoir comprendre. J'exhorte ceux qui sont en train de nous suivre, n'est-ce pas, d'aller voir par eux-mêmes, lire, comprendre réellement ce que ces dispositions disent. Je suis confiant de ce que nous avons dit, c'est conforme à la loi. Et enfin, j'aimerais quand même dire, dur Alex, c'est de l'ex, mais comme j'ai dit, la loi, lorsqu'elle est inconstitutionnelle, on n'est pas désarmé. Dans une procédure, lorsque vous êtes devant une loi inconstitutionnelle, la loi prévoit, la Constitution prévoit, et la loi aussi organique, prévoit ce que nous appelons le contrôle, n'est-ce pas, par
constitutionnalité par la voie d'exception. Donc, on peut soulever une exception d'inconstitutionnalité. La Cour va le dire. Déjà, la Cour a eu à interpréter en disant qu'on n'a pas besoin des immunités. Déjà, vous comprenez que la Cour constitutionnelle elle-même a déjà, n'est-ce pas, dit que cette loi est inconstitutionnelle. On peut initier des procédures et la saisir en inconstitutionnalité. Pour terminer, je termine. Je vais quand même dire quelque chose. Je vais dire juste un mot. Je suis quand même préoccupé par la décision qui est intervenue, n'est-ce pas, par la Cour de cassation s'agissant du dossier Moutamba. Ma préoccupation, jusque-là, je ne la fonde pas encore sur le fond de la décision qui a été prise. Néanmoins, je me dis, mais comment est-ce qu'on va exécuter cette loi? Parce que même en matière de peine, il y a ce que nous appelons le principe de l'égalité des délits et des peines. Or, lorsque vous lisez l'article 5 bis du Code pénal, il est dit que les condamnés aux travaux forcés, c'est l'alinéa 2, subissent leur peine. Oui, j'énonce quand même ça. Subissent leur peine conformément au règlement fixé par l'ordonnance du président de la République. Il n'y a pas eu ces règlements-là. Et puis, il est dit, l'exécution de la peine des travaux forcés ne peut être assimilée ni confondue à la peine de servitude pénale. Merci également à Maître Silver qui nous a fait l'honneur d'être avec nous. Nous disons également merci à Maître Samuel Congo, bien qu'arrivé en retard. Nous allons les récupérer prochainement. Merci à la Fondation MMZ qui suit religieusement depuis Colosie ces magazines. Monsieur Judas Joseph Mopenda Mwangaza, je vous salue. Je vous retrouve demain, chers téléspectateurs internautes, demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien, au revoir.